Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture. Ça faisait longtemps. J'ai mis entre parenthèses ces vidéos-là parce que si vous le saviez ou non, j'avais des examens à passer en juin. Donc autant vous dire que je ne lisais pas. Très peu. J'ai lu très peu. J'ai lu quelques livres que d'ailleurs je vous en parlerai. Mais ça ne méritait pas des vlogs parce qu'il y a des semaines entières que j'ai passées sans lire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog. Mais cette période étant passée, j'en profite du coup pour revenir et me remettre à la lecture et vous partager tout ça en vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je suis très contente d'avoir repris la lecture, vraiment, j'attendais que ça. Et pour la peine, j'avais réservé depuis une semaine un livre et je me suis dit, lui, tu le liras quand tu auras terminé tes examens. C'est chose faite. Je vous en parlerai d'ailleurs dans cette vidéo, je l'ai terminée hier. Je ne voulais pas commencer de nouvelles lectures aujourd'hui parce qu'en fait, samedi, je suis allée à la FNAC avec mon copain et j'ai acheté 2 livres mais qu'il a fallu commander. Ils étaient censés arriver demain, mercredi. Ah oui, je vous ai pas dit, on est mardi 10 juin. J'ai reçu un message en début d'après-midi en me disant qu'ils étaient arrivés à la FNAC. Donc je me suis empressée d'aller les chercher parce que je vais sans doute commencer par un de ces 2 livres pour ma nouvelle lecture. Du coup j'avais 2 colis parce qu'en fait de base j'y allais pour un. Et puis après avoir passé commande, je me suis rappelé qu'il y avait un autre livre que je voulais acheter. Et il n'y était pas, alors que c'est une nouveauté. Et donc, en fait, j'ai passé une autre commande. Donc, j'avais 2 cartons. Bref, je les ai déjà ouverts. Et quelle fut pas ma surprise quand j'ai vu l'état d'un des livres. Mais vraiment, je trouve ça... vous voyez, genre... Bon, vous allez me dire qu'il y a plus grave dans la vie. Je l'entends. Vous voyez là, enfin, Mais j'ai le droit aussi quand même de dire que je suis agacée. Parce que c'est quand même un livre qui coûte quasiment 14 euros. C'est une belle brique. Hein. J'ai quand même le droit de l'avoir neuf quand je l'achète neuf et pas d'occasion. Voilà. C'est pas après pour la toquer de la bibliothèque que je suis. C'est juste que si ça avait été un vêtement ou toute autre chose, franchement, j'aurais râlé pareil, quoi. Et je pense que vous allez me comprendre. Vraiment, j'ai pas besoin d'insister sur ça. Donc j'ai été trop déçue quand j'ai ouvert le colis. Mais bon, je me suis dit que c'était pas grave. De toute façon, je vais faire avec. Et je me suis empressée d'ouvrir le deuxième. Alors non, attendez, déjà on va faire les choses dans l'ordre, ça se voit, j'ai plus l'habitude. Donc il s'agit de Anya Yanakihara, j'espère que ça se prononce comme ça. Une vie comme les autres aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme vous avez vu, c'est quand même un sacré bébé, je crois qu'il fait quasiment 800 pages. Non, oula, non. Il fait 1120 pages. Je l'ai vu passer bien sûr plusieurs fois sur les réseaux sociaux, que ce soit en VO ou en VF. Et apparemment, c'est un livre qui est très 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 touchant, très bouleversant. Je ne veux pas vous en parler davantage en lisant le résumé parce que moi-même je ne l'ai pas lu. J'ai évité quand même les vidéos qui en parlaient. Je sais qu'il y en a qui l'ont beaucoup vlogué. Je zappais un petit peu ces moments, j'avoue, parce que j'ai envie de me laisser la surprise de le découvrir. Donc je l'ai acheté sans réellement savoir de quoi il parle, mais je sais juste qu'il est très touchant, que beaucoup n'arrivent pas à le finir, ou en tout cas qu'il le terminent en pleurant. Je vous rassure, tout va bien, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de lire ce livre, je sais que je vais pleurer, mais j'en ai envie. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez lu ou non. Donc ça c'était pour mon premier livre, et donc le deuxième, c'est une nouveauté qui est sortie le 21 mai il me semble, et donc j'ai été très surprise de ne pas le trouver à la FNAC. Et quand je l'ai commandé, la dame m'a dit qu'en fait c'était que tout ce qui est SF, fantasy, romantasy, enfin tout ce qui est un peu, on va dire quand même à la mode actuellement, ils ont quelques petits soucis de réception parce qu'en fait ils ne reçoivent quasiment que les livres collector. Donc elle m'a dit là je l'ai mais en collector. Et je lui ai dit non, moi je le veux pas en collector, je le veux en normal, en broché souple, classique, sans gespage, sans rien parce que c'est une suite de sagas. Et les 3 tomes avant, je l'ai dans cette édition, dans ce format-là, donc j'ai pas envie de racheter les 3 autres livres en mode collector, juste parce que le quatrième, il est qu'en collector, c'est pas le même prix, et ça ne m'intéresse pas. Donc elle m'a dit, on va le commander, et donc il s'agit de Vampiria de Victor Dixon, le Requiem des souvenirs, c'est le tome numéro 4, et c'est la fin. Ça y est, c'est la fin de la saga, c'est annoncé sur le bandeau.
Je ne savais absolument pas qu'en fait un tome 4 était en préparation. Pour moi, ça s'arrêtait avec le tome 3. Je les ai tous. D'ailleurs, les couvertures sont toujours aussi jolies. Hein. Oh, franchement, elles sont trop belles. Lui aussi, c'est quand même un sacré bébé. Il fait... Ah, oh là, il y a un peu de pub à la fin. Mais il fait 640 pages environ. Et là, pareil, je vais pas vous lire le résumé parce que je vous avoue, allez, je vous fais une confidence, j'ai pas lu le tome 3. Voilà, c'est pour ça que je veux pas lire le résumé du tome 4 et de toute façon je vous en aurais pas parlé parce que ça vous aurait spoilé. Mais je l'ai acheté parce que j'ai beaucoup aimé déjà le tome 1 et 2 et ça va me permettre au moins de terminer la série d'une traite. Parce que là, sachant que c'est la fin, ça va me motiver en fait à lire les 2 derniers. Sauf que pour Vampiria, j'avoue que j'aimerais en fait reprendre du tome 1 parce que ça fait trop longtemps que je les ai lus et je m'en rappelle plus. En fait, je m'en rappelle, je me rappelle pas vraiment dans les détails. Et si je recommence avec le tome 3, je pense que je vais un peu galérer à raccrocher les wagons. Dites-moi si je suis la seule à avoir vraiment une mémoire de poisson rouge quand je lis. Parce qu'alors, j'ai zéro mémoire pour mes lectures. Et je pense que je vais commencer à faire comme des petites fiches par livre, surtout quand ce sont des sagas, pour noter les personnages principaux, un petit peu l'énigme, le dénouement, les petits trucs comme ça, et pour éviter de relire en fait à chaque fois tous les livres. Donc soit je recommence Vampiria du tome 1, et là par contre je les enchaîne pour les terminer vraiment cet été, soit je commence cette belle brique, soit je choisis un autre livre. Mais sachant que je me suis dit que je me prenais cette semaine vraiment de off, je me dis que c'est peut-être le moment de lire un aussi gros livre. Je sais pas trop. J'en ai profité, je suis allée chercher du coup le livre que j'ai lu ce week-end. Il s'agit d'Angelina Delcroix, Mémoire d'un expert psychiatre, publié chez Hugo Poche dans la catégorie Suspense. C'est un livre qui m'a fait de l'œil, mais alors énormément. Je l'ai vu passer sur toutes les plateformes et comme d'habitude, quand un livre me plaît beaucoup, je zappe tout ce qui est avis, critique, tout ce qui est lecture d'un post Instagram ou autre. Je ne le lis pas. Parce que je veux vraiment me laisser le suspense et la surprise de découvrir le livre. Surtout Angelina Delcroix, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert avec Synopsix. D'ailleurs, j'en avais fait un vlog. Enfin, c'est quand je vloguais à l'époque à Montpellier, donc j'en ai parlé. J'avais vraiment accroché. Et j'ai sa trilogie avec l'inspectrice Joy. J'ai Si je serais grande, Un peu, beaucoup, À la folie. Et je crois qu'il m'en manque un. Je sais pas si c'est le dernier ou si c'est celui du milieu ou si c'est le premier peut-être. Bref. Du coup, ce livre, je suis allée l'acheter juste avant mes examens. Il a attendu sagement dans ma bibliothèque pendant une semaine, sachant bon, qu'en plus j'étais pas là, donc au moins c'est réglé. J'ai pas eu de tentation, je l'ai même pas pris dans ma valise ou autre. Et donc je l'ai lu ce week-end. Là, on va suivre, ça va se passer à Lyon et un petit peu en Bretagne. Et on va suivre Adam Jacuri qui est expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Donc en fait il va faire des expertises pour la justice. Vous savez, lorsqu'il y a un meurtre, que la personne a des troubles mentaux. Lui en fait son rôle ça va être de décider si oui ou non il était conscient ou il était en pleine folie en fait. Est-ce que c'est sa maladie qui l'a poussé à faire cet acte ou est-ce qu'en fait il ment et il était totalement conscient de ses actes. Bien sûr, souvent, il n'est pas seul pour faire ses expertises. Il est aidé d'autres psychiatres ou alors il y a des contre-expertises pour vraiment appuyer les dires et être sûr qu'aucune erreur ne soit commise. Parce que lorsqu'une personne est jugée mentalement instable, elle ne va pas aller en prison parce que c'est un danger pour les autres et pour elle-même. Elle va aller dans des unités spéciales en psychiatrie. Et c'est même pas vraiment dans des hôpitaux psychiatriques, il y a vraiment des structures avec une sécurité élevée pour les plus grands dangers. Mais ces personnes-là sont susceptibles de sortir beaucoup plus tôt que si elles avaient fait de la prison. Si par exemple elles reçoivent bien leurs médicaments, leurs traitements, qu'il y a une amélioration dans leur maladie, elles peuvent sortir, en tout cas avoir des autorisations de sortie. Sur un jour, après quelques semaines, quelques mois et après définitivement. Adam arrive en fin de carrière, il est bientôt à la retraite et il décide de faire écrire ses mémoires. C'est pas lui qui va les écrire, il s'agit de Jessie Moore qui est une auteure
de thriller. Là, on a un petit crossover avec, je crois que c'est comme ça qu'on dit un crossover, avec Jessie Moore qui est une personnage de Synopsix. Si vous ne l'avez pas lu, honnêtement, ça ne me dérange absolument pas parce qu'on ne va pas en parler. Enfin, voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une petite annotation, il y a une petite référence et voilà, j'ai juste vu Synopsix, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu que je me rappelais même plus que Jessie Moore. Ça m'a pas en fait... ça m'a pas fait tilt quand j'ai vu son nom. Donc le récit va être divisé entre le moment présent où on va suivre Adam dans sa vie de tous les jours, dans ses expertises, avec le début des mémoires qu'aura écrit Jessie Moore. On sent qu'Adam commence à être un petit peu fatigué de son métier et c'est pour ça qu'en fait il décide presque de partir en retraite anticipée pour profiter de sa femme Lucille, de sa maison en Bretagne près d'une forêt, voilà, pour profiter un petit peu de sa tranquillité et parce qu'aussi sa fille est avocate au pénal. Et donc forcément, il y a quelques étincelles à chaque fois qu'ils se parlent parce qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde et ils ne défendent pas vraiment les mêmes personnes, les mêmes valeurs. Leurs points de vue sont totalement biaisés parce qu'il y a la justice et d'un autre côté, il y a la psychiatrie, la psychologie. Alors que tout va bien dans la vie d'Adam, celle-ci va être chamboulée par l'annonce d'une très mauvaise nouvelle qui va concerner sa famille. Et en plus de ça, on apprend qu'il y a un homme qui l'a mis en soins dans une unité spéciale psychiatrique qui va être relâché après 20 ans. Il va être libéré parce qu'il va être jugé comme tout à fait apte de réintégrer en fait la société. Et à partir de là, Adam va très mal le vivre et donc ça va raccrocher un petit peu les mémoires avec... le début de sa pratique. On va suivre également un autre patient, mais alors là c'est vraiment dans le présent, qui s'appelle Grégory et que Adam doit expertiser, il doit dresser son profil, comprendre sa maladie, qui il est. Des disparitions assez inquiétantes vont avoir lieu et Adam va soupçonner un de ses anciens patients. Et bien sûr, il n'est pas pris au sérieux par la police, donc il va devoir commencer à enquêter par lui-même. Il n'est vraiment pas au bout de ses surprises, et nous non plus d'ailleurs, parce que c'est un roman qui... Il n'y a pas réellement d'action, vous attendez pas à avoir une action de fou. Par contre, il est très 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 psychologique. La tension monte vraiment crescendo. Nous-mêmes lecteurs, on est un petit peu embrouillés, on ne sait plus démêler le vrai du faux, la folie de la vérité. Et finalement, c'est quand même toute l'intrigue et tout le questionnement en fait autour de ce roman. Est-ce que des personnes peuvent simuler la folie pour s'en sortir? Il y a aussi l'opposition du coup justice et expertise psychiatrique. Forcément, ça ne matche pas en fait. On apprend tout plein de choses sur certaines maladies mentales, du métier aussi d'expert psychiatre parce que justement en fait au début il nous dit que c'est pour essayer de démêler le vrai du faux et de ne plus voir le cliché d'Hannibal Lecter. Et franchement ce livre est très très bien ficelé. Je l'ai lu quasiment d'une traite, on ne peut pas s'arrêter. On rentre dans cette histoire dès le début. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, comme je vous l'ai dit j'avais pas lu le résumé et en fait là c'est en vous parlant que je viens de le découvrir. Donc je vous le conseille fortement si vous l'avez pas déjà lu parce que vu qu'il est sorti en poche, je suppose qu'il est sorti il y a au moins 1 an en brochet. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais franchement, alors c'est pas un coup de cœur hein, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vous parlerai de quelques lectures que j'ai faites ces dernières semaines parce qu'en plus il y a quand même quelques nouveautés. Mais voilà, je vais échelonner pour pas que cette introduction soit elle est déjà longue. Je vais essayer quand même de pas qu'elle ne fasse pas 1 heure quoi. Et puis on se retrouve dans la semaine. Nous sommes jeudi et je vous reprends pour faire un petit point lecture étant donné que je ne vous ai pas repris depuis mardi. J'ai donc commencé ma lecture Une vie comme les autres. J'ai lu que 84 pages sur 1120, c'est pas beaucoup, je vous l'accorde. Non pas que je n'ai pas eu le temps de me plonger dans ce roman, mais c'est juste que j'ai un petit peu de mal. Voilà, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, je n'ai pas vraiment envie de revenir à ma lecture. Et quand j'y reviens, c'est pour lire une dizaine de pages, pas plus, parce que il est très dense à l'intérieur.
Il n'y a pas vraiment de saut de ligne. C'est, vous voyez, de haut en bas. C'est assez costaud comme lecture. Et je dois reconnaître que ce livre m'ennuie un peu. Alors, vous allez me dire que c'est que les 84 premières pages, sur 1000 et quelques, c'est pas du tout représentatif de l'histoire. Je comprends aussi qu'elles doivent se mettre en place et compagnie. Où on va suivre d'ailleurs 4 amis de fac. Il y en a un qui se rêve d'être acteur, un autre artiste, un architecte. Et le quatrième, il est très très mystérieux. On sait qu'il a des problèmes à une jambe depuis des années, depuis qu'il est petit. Ça lui fait énormément souffrir, mais il n'en parle jamais. Il se livre pas trop, il est très très mystérieux. Et ces 4 amis, malheureusement, manquent terriblement d'argent. Ils vivent dans des conditions très précaires, dans des trous à rats, comme ils appellent ça. Ils décrivent leur appartement comme ça. Ils ont très peu d'argent pour manger, ils se partagent très souvent la nourriture, voilà. Mais ils ont des rêves, ils s'y accrochent et ils veulent vraiment conquérir New York. Ils croient en tout cas en leurs rêves. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire d'après ce que j'ai un petit peu lu. C'est un roman qui est très contemplatif finalement, très descriptif. Il y a beaucoup de régressions sur le passé des uns et des autres, sur les familles aussi, pour comprendre un petit peu d'où viennent ces personnages. C'est très lent. C'est très très lent. Donc j'ai posté une story sur Instagram vous demandant si vous l'aviez lu et si je devais m'accrocher ou non. Et alors les avis, ça m'a pas du tout aidé. J'ai eu 50-50. 50% de personnes qui m'ont dit moi ça m'a pas plu, j'ai très vite arrêté et compagnie. Ou je l'ai lu en entier mais ça a pas du tout été le coup de cœur escompté. Je lui mets la note de 5 sur 10 et compagnie. Ouais, je me suis dit ok. Et d'autres personnes qui m'ont dit accroche-toi, lis au moins les 150 premières pages. C'est juste en fait pour poser le ciment quoi, poser les bases de l'histoire et accroche-toi, tu vas voir, c'est incroyable et tout. Donc je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de le continuer parce que 84 pages c'est pas suffisant à mon sens pour dire si on aime ou non au vu de la brique que c'est. Je vais essayer de m'accrocher un peu plus. En revanche, je vais quand même prendre une autre lecture à côté, qu'elle soit audio ou papier. Je ne veux pas lire que ce livre parce que j'avance à allure d'escargot. Je sais qu'elle va me durer longtemps, en tout cas tant que j'ai pas le déclic. Donc je vais essayer de choisir quand même une autre lecture. En revanche, je voulais vous parler de mes lectures du coup que j'ai fait durant mes périodes un peu de révision. Il se trouve que j'ai beaucoup lu sur ma liseuse, donc je n'aurai pas en fait les livres papier, notamment un de Frida McFadden qui s'appelle La Prof. Ce livre, c'est un livre que j'ai lu en VO parce qu'il faut savoir que tous les Frida McFadden sont gratuits, font partie de l'abonnement Kindle, mais en VO. Et que dire sur La Prof pas du bien, clairement pas du bien. C'est, je pense, un des derniers livres de cette autrice que je vais lire parce qu'en fait, ça va de déception en déception. Si vous m'avez suivi ces derniers temps en vlog ou même sur mon Instagram, vous savez que j'ai adoré La Psy. Pour moi, c'est son meilleur. J'ai bien aimé La Femme de ménage, le tome 1. Et alors après, j'ai pas aimé le tome 2, j'ai pas aimé le tome 3. Et là, je peux dire que je n'ai pas aimé La Prof. Je n'ai pas lu d'ailleurs La Femme de ménage se marie parce que c'est une nouvelle, parce que je n'entends vraiment pas de bonnes critiques, de bons avis dessus, donc je m'en passerai. De toute façon, on a lu la trilogie sans, ça a été, donc voilà, je pense que ça n'apportera pas plus à l'histoire. Et concernant La Prof, pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, c'est un roman choral où on va suivre 3 points de vue, comme souvent en fait dans les livres de Frida McFadden. On va suivre une professeure de maths de lycée qui s'appelle Eve, qui est très stricte, qui est passionnée de chaussures, très grande collectionneuse. Elle est en couple avec Nate, pas sûre du prénom mais je crois que c'est Nate. Nathaniel, je crois même. Et lui est prof d'anglais dans le même lycée. Ils sont mariés depuis des années. Dès le début, on sent que dans leur couple, c'est pas folichon quoi, que la flamme s'est très vite éteinte. Et au lycée, ils se parlent pratiquement pas, enfin, ils vont pas prendre leur pause déjeuner ensemble ou autre. Ils ont 2 réputations totalement différentes. Nate est adoré des élèves et surtout des élèves filles parce qu'apparemment, il est très charmant. En plus, et voilà, il est prof d'anglais, c'est tout le cliché de ce prof tape à l'œil, très compréhensif, très fleur bleue, en plus il parle de poésie et tout, voilà, très cliché. Eve, quant à elle, elle a le rôle d'une prof de mathématiques quoi, qui est très sèche, sans trop de compassion, voilà, elle est très connue pour son caractère, elle est très froide, voilà. Elle a pas trop d'empathie envers ses élèves et tout. Et la troisième personne qu'on va suivre, c'est Adeline, qui est
une élève qui apparemment l'année dernière a vécu quelque chose de très compliqué avec un autre prof de maths qui a été viré du coup cette année. Donc autant vous dire que c'est un peu la bannie du lycée, que tout le monde la regarde très mal, tout le monde l'accuse en fait d'être à l'origine de cette... du fait qu'en fait le prof de maths ait été viré, on sait pas trop ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont eu une relation ou pas. Au début c'est un peu, c'est pas clairement expliqué mais c'est normal, c'est aussi pour faire durer le suspense. Et Adi est très tourmentée, elle a perdu son père aussi qui est décédé pareil l'année d'avant, alcoolique, voilà, elle est pas dans une famille facile, sa mère enchaîne le travail en tant qu'infirmière je crois, donc bon elle fait des shifts, c'est bref, tout est difficile, elle a pas d'argent en plus pour se payer des cours de maths le soir parce qu'elle a un niveau très mauvais en maths et en fait ce prof là s'était dévoué pour lui donner des cours du soir gratuitement, apparemment ça aurait dérapé, bref, on n'en sait pas trop. Et donc Adi va faire son entrée en terminale malgré qu'elle ait supplié sa mère de vouloir faire des cours à distance parce qu'elle ne voulait plus remettre un pied au lycée vu la réputation en fait qu'elle a. Et bien évidemment elle va avoir Eve en tant que professeure de mathématiques et elle va avoir Nathaniel en tant que prof d'anglais. Et donc sur ce semestre, ils vont étudier la poésie. Et là, vous allez le deviner en mille, ils ont le même poète en commun. Nate et Adeline vont vraiment se rapprocher. On sent qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Voilà, il y a peut-être une petite romance qui va en découler, tandis que Eve, elle, essaye de rester sur ses gardes envers Adi parce qu'elle connaît, elle connaît l'histoire de... Elle sait ce qui s'est passé l'année dernière, surtout que l'ex-prof la met en garde en disant qu'elle est dangereuse, qu'il faut faire attention. Elle essaye aussi de mettre son mari en garde, mais son mari, lui, n'y voit que du feu. Il lui dit que non, que c'est une élève qui est formidable et compagnie. Et en plus, enfin bon, voilà. C'est à peu près l'histoire. Et pourquoi je n'ai pas aimé ce livre? Pour deux choses. La première, et on aurait pu s'en cantonner juste à ça, c'est que c'est pour moi une histoire qui est vue et revue. C'est digne un peu d'un film sur TF1 ou M6. Prof qui tombe amoureux de son élève, qui a une femme qui est avec qui il s'entend plus réellement, ils sont plus sur la même longueur d'onde. Cette élève en plus est un peu problématique, elle est rejetée de tout le monde, donc elle est très isolée, c'est pas l'élève la plus jolie du lycée, c'est la fille banale, bon bref, vous voyez un peu le schéma quoi. Et ça c'est un schéma qu'on a énormément retrouvé, que ce soit à la télé ou à travers les livres, donc ça partait déjà pas très bien. En plus de ça, j'ai trouvé la première partie extrêmement longue, il n'y a pas eu énormément de rebondissements. Moi j'en compte un en tout et pour tout. Et encore, c'est pas le rebondissement où je me suis dit oh, waouh, incroyable et tout, je l'ai pas vu venir. Non, pas du tout. Et en plus de ça, je trouve que les personnages sont extrêmement clichés, il n'y a pas du tout de profondeur. Eve est tout le temps comparée à une femme qui est obsédée par les chaussures. On dirait que c'est le seul mot qui la décrit, que c'est une nana qui vit que pour les chaussures. Et quand bien même c'est le cas, bon ben c'est ok, nous on vit que pour les livres. C'est ok. C'était vraiment cliché parce qu'à part ça, on aurait dit que Eve n'était rien. On sait rien d'autre en fait. On sait juste qu'elle aime les chaussures de luxe. Et la deuxième chose qui a fini par achever ma lecture, c'est la fin. Et ça, je vois que c'est quelque chose qui revient énormément dans les avis. Malheureusement, on peut pas beaucoup en parler, que ce soit là avec vous ou que ce soit sur Instagram à travers des posts, parce que sinon ce serait énormément vous spoiler. Mais pour ceux qui ont lu, peut-être que ça fera écho et que vous êtes d'accord avec moi. La fin, pour moi, l'auteur se tire une balle dans le pied. Tout le long du livre, elle va essayer d'aborder le thème de la manipulation, l'emprise en fait sexuelle qu'un adulte peut avoir sur une mineure, parce que je vous rappelle quand même que les élèves sont au lycée, donc ils sont même pas majeurs. Et c'est vrai que c'est un thème qui va être très 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 récurrent, même principal en fait dans ce livre. Il y a aussi un peu le harcèlement scolaire et tout ça. Et en fait là, l'auteur, je trouve qu'elle s'y prend mais très très mal, parce que comme je vous le dis déjà, c'est assez cliché. À la fin, elle déconstruit tout ce qu'elle a essayé de construire pendant 300 pages. En fait, dans un cas ça passe, dans un cas ça passe pas. En gros c'est ça. C'est très flou, mais ceux qui ont lu comprendront. Et le pire dans tout ça, c'est que ça aurait pu peut-être légèrement passer si elle n'avait pas fait une note à la fin du livre. Là, en expliquant, bah pour moi, elle a tout bousillé. Et je vois que je suis vraiment pas la seule à penser ça, que c'est ceux qui reviennent le plus souvent dans les critiques. Pourquoi cette fin? Franchement, moi j'ai pas compris. Bref, du coup voilà, c'était un livre qui pour moi n'est pas à lire, ni à relire. Du coup, je pense arrêter pour le moment de lire cette autrice.
plus, j'ai une amie qui lit en ce moment The Boyfriend en VO aussi, parce que c'est pas traduit. Et bon, je lui ai dit si vraiment c'est waouh, n'hésite pas à me le conseiller, mais je veux un waouh comme la psy. Sinon, je pense que je vais arrêter. J'attendrai les avis, les critiques, et si vraiment je vois qu'il y a un livre qui se dénote, pourquoi pas. Et parmi les livres donc, que j'ai lus, il y a également le dernier Bernard Minier, H, publié aux éditions Exo. Il me semble que j'ai également lu sur ma tablette. Donc c'est une enquête de Servaz, si je dis pas de bêtises, c'est le 11e livre. J'ai sauté je sais pas combien de tomes pour lire celui-ci. Je me suis arrêtée à N'éteins pas la lumière. Hein. Donc c'est le 3e tome. Là si c'est le 11e, je vous laisse calculer combien j'en ai sauté. Mais il y a bien une raison quand même à ça, c'est que en plus, vous savez que j'adore Servaz, j'adore cette saga-là. J'ai vu que ça parlait d'un tueur en série suisse, Hirtmann du coup, que l'on suit dès le premier tome, Glacé, de Bernard Minier. C'est un peu le fil rouge de cette saga-là. C'est toujours un peu en fond, bien que les enquêtes soient totalement indépendantes. On continue quand même de parler de ce tueur en série-là et du lien en fait qu'il a surtout avec le commandant Servaz. Et quand j'ai vu du coup que ça parlait de ça, je me suis dit mais il faut que je le lise parce que je veux quand même avoir le fin mot de cette histoire, même si voilà, il y a la nuit, il y a la vallée, il y a la chasse, enfin bon bref, j'en ai raté. Au risque et péril de me faire spoiler, écoutez, c'est ce qui s'est passé, je suis dégoûtée mais je l'ai voulu. Je me suis fait spoiler des choses, mais vraiment, je me suis dit aïe aïe aïe, j'étais pas prête du tout, mais alors vraiment pas, mais du tout. C'est pas grave, je lirai quand même les autres tomes parce que voilà, c'est vraiment une saga qui me tient à cœur, que j'aime énormément. Et là, ça n'a pas encore dérogé à la règle. J'ai beaucoup aimé ce livre. Pour vous la faire court, en fait, Servaz va devoir enquêter sur Hirtmann. Il ne sera pas seul parce qu'il va être accompagné de détectives amateurs, fans de true crime et compagnie. À cela va se rajouter un présentateur d'une émission de télé très regardée qui va essayer de défier justement Hirtmann pour obtenir une interview, l'interview du siècle. Et ça va aussi rassembler un auteur qui est en train d'écrire justement un livre sur ce célèbre tueur en série qui va du coup contacter Servaz pour essayer d'enquêter avec lui, pour avoir de la ressource en fait pour son roman. Et à côté de tout ça, il va y avoir des disparitions qui vont faire penser à des disparitions qu'il y a eu en masse il y a quelques années de ça et donc qui recommenceraient. Donc voilà, Servaz et son équipe va être mise sur cette enquête. Écoutez, ça a été une alors non, ça a été une bonne lecture. Attention, parce qu'il y a un petit mais. Ça a été une bonne lecture, c'est-à-dire que, bon, même si j'ai sauté 1000 tomes, j'ai très bien compris l'histoire parce qu'il y a du contexte qui est mis à chaque fois. J'aime en fait la façon dont Minier construit ses romans, construit ses histoires. C'est très dense, il y a beaucoup de détails. Je sais que ça plaît pas, mais moi j'aime. Et je trouve justement que ça donne quelque chose vraiment de plus à ces personnages, à ces histoires. C'est des personnes que l'on suit depuis des années. On les a vues évoluer, on connaît finalement toute leur vie et c'est pour ça je crois que j'aime énormément cette saga là. Et par contre c'est le final qui n'a pas eu son effet, en tout cas pas sur moi, ça n'a pas fonctionné. Je m'attendais à quelque chose de tout à fait différent, c'est à dire que Hirtmann on le suit du coup depuis des années. En fait là je trouve que la fin a été un petit peu bâclée pour moi. On est tombé dans le trop facile et c'est quelque chose en fait qui nous saute dessus alors qu'on s'y attend pas du tout et je pense que c'est pour donner cet effet oh waouh mais qu'est-ce qui se passe. Et sur moi ça a eu l'effet inverse, je me suis dit non mais enfin genre on le sort de son chapeau comme ça, c'est un peu dommage. C'est trop facile et je pense que pour une histoire comme ça, un fil rouge aussi gros, aussi long, pour moi ça méritait un truc encore plus waouh. Là, c'était la facilité. Je suis un peu déçue, je reste vraiment sur ma faim. J'ai l'impression, vous savez, que ça a été un livre avec un titre un peu accrocheur qui va très bien se vendre, je pense, parce que des lecteurs assidus sur cette saga-là veulent attendre des réponses, veulent voir aussi l'histoire avancer. Et ça a fonctionné. Regardez, moi, j'ai sauté 1000 tomes pour pouvoir le lire. Donc, je pense que je ne serai pas la seule à ne pas être à jour et à vouloir absolument lire celui-ci. Voilà, le coup de pub a fonctionné, l'histoire un peu moins. Voilà en tout cas pour 2 lectures que j'ai pu faire ces dernières semaines hors
vlog. Il me reste quelques lectures quand même à vous parler, notamment une trilogie et ensuite un livre qui est sorti tout récemment, que pareil, on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu après. Je vais essayer de trouver une autre lecture du coup pour compléter celle-ci, essayer de l'avancer et dans tous les cas, je reviendrai vers vous pour vous en parler. Nous sommes lundi dans l'après-midi, je vous prends pour clôturer ce vlog. Je n'ai pas pu le faire avant, on a passé un week-end en famille avec notamment la fête des pères hier et je me suis un peu mal organisée. J'avoue que je n'ai pas eu le réflexe de prendre mon téléphone pour vous clôturer ce vlog là, donc c'est pas grave, je le fais maintenant. Je vais essayer d'être un petit peu mieux organisée sur les semaines à venir. Mais avant tout, je vais quand même vous parler lecture. Je n'ai absolument pas avancé une vie comme les autres, je pense que c'est très significatif, mais je lui laisse encore sa chance la semaine prochaine, donc on verra bien où j'en suis. En revanche, j'ai dévoré un livre, celui de Marie Vareille, Désenchantée, que m'avait prêté ma meilleure amie et que je dois avoir depuis avant Noël, il me semble. Voilà, elle me l'a prêté depuis pas mal de temps et je me suis dit, écoutez, la couverture est quand même de saison, donc ça m'a donné envie de le sortir. C'est le deuxième livre cette année que je lis de Marie Vareille. J'avais lu La dernière allumette, peut-être vous m'avez suivi lors d'un vlog quand j'en discutais avec vous. Je l'avais énormément aimé, je pense qu'à ce jour on peut dire que ça a été un coup de cœur. Vraiment avec du recul maintenant je pense que je peux le dire. Celui-ci ça n'en sera pas un. Mais quand même il a eu son effet parce que depuis que je l'ai lu, je l'ai terminé vendredi, je n'ai absolument pas pu enchaîner de nouvelles lectures. C'est là aussi significatif à quel point j'ai énormément aimé. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, parce que j'ai l'impression quand même que Marie Vareille est lue par de nombreuses personnes. C'est un livre, une histoire qui va être à double temporalité. Je vais justement vous lire le résumé. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on élaborait des hypothèses, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. 20 ans plus tard, Fanny revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c'est tout un passé qui ressurgit. Car l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi un peu la sienne. Une histoire qui a l'odeur du chlore de la piscine municipale et des premiers slows sur les vieux tubes des années 1990, des serments d'amitié et surtout des plus lourds secrets. Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans un roman d'apprentissage captivant et rempli d'émotions. On est donc bien dans une double temporalité, sachant que Fanny est la sœur d'Angélique qui a été la meilleure amie de Sarah durant sa jeunesse, mais elles ne se parlent plus en fait, elles ne se parlent plus du tout et Fanny a même des mauvais contacts avec sa mère. Elle va donc se rendre sur place parce que son travail l'y oblige si elle veut une promotion et c'est pour l'ouverture d'un site internet. Voilà, donc c'est pour son travail. Elle va mener avec elle d'ailleurs sa belle-fille, je me rappelle plus son nom, Lou, avec qui elle a de très gros problèmes de communication. Lou qui a perdu sa mère très jeune, tout comme Sarah Leroy, et elle doit trouver un stage pour l'école. Au début, elle est absolument pas motivée pour faire ce stage-là, et encore moins le faire avec sa belle-mère. Et puis finalement, elle va vraiment se prendre au jeu et elle va se prendre d'affection à Sarah, étant donné qu'elle va aussi s'identifier à elle parce qu'elles ont perdu jeune leur maman. Elle se sent un peu le devoir de rétablir la vérité, de savoir ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu des mensonges dans les dépositions. Il y a pourtant quelqu'un qui a été arrêté, jugé coupable et condamné, mais elle en est persuadée, ce n'est absolument pas la bonne personne. Donc elle va mener sa petite enquête du haut de ses 15 ans, je crois. Enfin, elle est toute jeune, elle est au lycée. Et c'est donc un livre qui traite de l'amitié, comme c'est dit à la fin du résumé. L'amitié a une place centrale dans ce livre, mais aussi des liens un petit peu familiaux. Finalement, la famille est aussi au premier plan, notamment avec Fanny et Lou qui ne s'entendent pas et bien sûr on va crever l'abcès, on s'en doute bien. Et ce qui m'a fait d'autant plus aimer ce livre, c'est que ça se passe dans les années 90. Je suis une millennials et franchement ça m'a rappelé tout plein de souvenirs. C'était incroyable de se replonger dans ces moments-là, dans ces souvenirs, une chanson, une émission. Et ça, je pense que ça y a énormément joué parce qu'il y avait ce côté un petit peu aussi nostalgique lors de ma lecture. Et sorti des choses un peu douces, des thématiques un peu douces et pleines d'amour, il y a quand même un trigger warning dans ce livre. Je ne sais pas s'il y a un trigger warning au début parce que bon, ce serait spoiler pas mal de choses.
Mais il faut faire attention parce que ça aborde quand même un sujet qui est très important et qui peut peut-être en déranger certains ou certaines. Et je pense que c'est toujours un petit peu le cas chez Marie Vareille. Malgré ces thématiques universelles d'amour, de la famille, de l'amitié, de la femme, il y a toujours quelque chose qui est dénoncé, je pense notamment dans la dernière allumette où ce sont les violences conjugales. Ici, il y a aussi un autre thème qui est dénoncé, qui est abordé. Donc voilà, au cas où je vous le dis, faites attention parce que ça touche aussi des enfants. Et c'est pas écrit en début, donc on sait jamais. C'est une enquête qui est ficelée, c'est le genre d'enquête que j'aime bien là encore. C'est pas vraiment les policiers qui l'amènent, on n'est pas dans un thriller, ce sont deux personnes comme vous et moi du quotidien qui veulent des réponses, qui se replongent mine de rien dans un passé assez traumatisant parce qu'on ne sait absolument pas ce qui arriva à Sarah Leroy. Du jour au lendemain, elle a disparu et donc on va se rendre compte qu'il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges et de mauvaises aussi interprétations. J'ai passé un très très bon moment et comme je vous le dis, j'ai pas pu commencer une autre lecture parce que je suis restée bloquée. Je suis restée bloquée dans les années 90, je crois. Ça y est, je ne peux plus revenir en 2025. Voilà ce qu'il en est pour lecture en cours, lecture terminée, lecture en pause même, je devrais dire. Je voulais quand même vous parler d'une trilogie que j'ai lue, donc il y a quelques mois de ça. C'est grâce à Kimi Collection, étant donné qu'elle en a parlé dans un de ses vlogs. Il s'agit de la trilogie Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. Le nom de la maison d'édition m'échappe. Je suis désolée, mais j'essaierai de vous insérer les photos des couvertures. En fait, elle a parlé du premier tome. Ça m'a attirée, mais sans plus. Enfin, je l'avais mis sur ma wishlist, mais sans plus. Et en fait, je suis tombée dessus sur l'abonnement Kindle. Et j'ai vu que donc il y avait le premier tome. Mais je crois qu'elle a pas dit que c'était une trilogie parce que dans ma tête, c'était juste un tome. Donc j'ai commencé à le lire et j'ai adoré. Alors, vous allez me dire, je passe d'une couverture vraiment estivale à une couverture qui est absolument pas de saison, bien que je l'ai lu en mars, il me semble, quelque chose comme ça. Faut savoir que je ne suis pas la lectrice saisonnière la plus assidue des lectrices, c'est-à-dire que je le fais vraiment à mon feeling et à mes envies. Si j'avais eu l'envie de lire Désenchantée en plein hiver, je l'aurais lu en plein hiver. Et donc en mars, j'ai eu envie de lire quelque chose d'horrifique qui tire en fait vers plutôt la période d'Halloween, d'octobre, de l'automne généralement, et je ne m'en suis pas privée. Voilà, c'est pour dire, je sais pas vous si vous êtes lecteur ou lectrice saisonnier, saisonnière, si vous faites vraiment en fonction des couvertures ou en fonction de vos envies, de vos moods que vous suivez, et peu importe si vous êtes en décalage avec tout le monde. Mais moi j'avoue que c'est un peu mon cas. Pendant longtemps j'ai essayé d'être saisonnière, mais en fait ça me ressemble pas, plutôt spontané qu'autre chose, donc je le fais vraiment au gré de mes envies. Tout ça pour dire du coup que j'ai lu une trilogie plutôt horrifique au mois de mars, mais quand même il faisait pas très beau au mois de mars, je me rappelle, donc ça allait quand même assez bien avec le temps. Donc j'ai lu ce fameux tome 1, c'est juste Vous êtes cordialement invité. On va suivre quatre amis d'enfance, mais pas d'école, plutôt de colonie de vacances. Quatre amis qui se réunissaient, qui se retrouvaient chaque été dans une colonie de vacances. Ça se passe en France, près de Toulouse. Ils se sont retrouvés des années et des années, ils étaient meilleurs amis. On va suivre Alex, Anne-Sophie, Hicham et la quatrième elle m'échappe. Sarah, je crois qu'elle s'appelle. Tout le monde a dû être évacué et en fait, les seuls qui restaient dans ce manoir en flammes, c'était les quatre enfants. Ils ont été découverts pleins de sang, un sang qui ne leur appartient pas et surtout, ils ont tous été atteints de blackout. Ils ne se rappellent absolument pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils se sont également perdus de vue parce que après il n'y avait plus de colonie de vacances, donc ils se sont perdus de vue, ils habitaient pas du tout en plus au même endroit. Et des années après, je crois que c'est bien 13 ans ou 15 ans après, ils vont recevoir une invitation pour retourner au manoir de Beaumont parce que c'est une inauguration. Ils l'ont remis en fait en état comme il était avant et donc ils sont invités pour fêter cette inauguration. Hicham, c'est celui qu'on va le plus suivre, c'est un peu le personnage principal. Au début, il ne veut pas y aller parce que il s'est quand même retrouvé à l'hôpital, il ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Et bien sûr, il vit avec sa mère et ses sœurs et elles l'interdisent catégoriquement et formellement de remettre les pieds à Beaumont. Parce que même elles se sont fait énormément de soucis, elles le trouvent en plus changé depuis ces années. Donc au début, il ne répond pas et il va recevoir un deuxième carton d'invitation, puis un mail, puis un SMS. Le jour
de l'inauguration, il va se retrouver malgré lui sur la route à y aller. En fait, tous les chemins le mènent à Beaumont, si vous voulez. Vous voyez, il n'y a pas de coïncidence, il faut qu'il y aille et donc il se retrouve au manoir, là où il va retrouver ses 3 autres amis et ils sont subjugués de voir à quel point le manoir a été vraiment remis à l'état comme avant dans les moindres détails. Donc autant vous dire que leurs retrouvailles sont un peu glaciales au début parce qu'ils ne se sont absolument jamais donné de nouvelles, ils n'ont absolument pas reparlé de cet incident et très vite ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont que tous les 4. Et que là par contre ce n'est pas une coïncidence, personne d'autre ne viendra à cette inauguration et ils comprennent qu'ils sont aussi enfermés dans le manoir et que pour sortir ils vont devoir se souvenir et régler ce qui s'est passé il y a 15 ans environ. C'est un roman qui est teinté d'horreur, de paranormal, vous met quand même un petit peu les frissons de temps en temps. Après ça dépend aussi à quoi nous sommes sensibles ou non pour nous déclencher nos peurs, mais voilà, il y a des petits moments où ça fait son effet et puis en plus on est dans un manoir, bref, il y a quand même tous les éléments qui sont réunis pour nous mettre dans de bonnes conditions. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai été prise dans ce suspense, dans ces horreurs, dans ce paranormal et de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a comme un peu une double temporalité, ils vont régler aussi leurs histoires entre eux, on va apprendre à connaître les personnages un peu plus personnellement, leur enfance au sein de la colonie, leurs relations entre eux et tout. Non, franchement, c'était une très bonne lecture, tellement bonne que pour le coup, je l'ai lu en une journée sur la Kindle. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'en liseuse, on lit beaucoup plus vite que les livres papier. Et alors une fin à laquelle je ne m'attendais mais absolument pas. Je suis restée sur le cul mais vraiment quoi. Et donc pour moi, c'était la fin. Il y avait qu'un tome parce que il me semble que Kimi Collection avait parlé juste d'un livre. Et quelle fut pas ma surprise quand j'ai vu que non, en fait il y avait 3 tomes. Mais de base, l'autrice au début du 2e tome dit que c'était censé être un one shot. Sauf qu'au vu de la réaction des lecteurs à la fin du livre, et franchement, si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi on a voulu, moi j'en fais pas partie, mais pourquoi les lecteurs ont tanné l'autrice pour avoir la suite, pour avoir un 2e tome et compagnie. Elle pouvait pas nous laisser comme ça. Elle a sorti un 2e tome qui s'appelle Vous êtes cordialement invité au couvent des Pascalines, et le 3e, c'est Vous êtes cordialement invité, retour au manoir de Beaumont, qui met donc un terme à cette trilogie. J'ai lu les 3, mais je les ai enchaînés. Je peux dire que le premier reste mon préféré. Celui que j'ai moins aimé, c'est le 3e, un peu long et répétitif. Ça a été pour moi une très très bonne trilogie. Alors attention, c'est pas une grande littérature, hein, mais franchement, moi c'est le genre de livre que j'adore lire parce que ça se lit vite, on pose notre cerveau, on passe un très bon moment. Et j'ai été très surprise de cette trilogie en positif. Donc voilà, très contente de l'avoir découverte et j'espère que ça vous donnera des idées peut-être de lecture pour Halloween si vous êtes des lecteurs saisonniers. Vous n'êtes pas obligé de lire les 3 tomes par contre, hein, vous pouvez juste vous arrêter au premier. Je pense que vous allez ressentir une grande frustration par expérience, je sais de quoi je parle, mais c'est tout à fait possible de s'arrêter là. Mais honnêtement, je pense que le premier tome vaut quand même le détour, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous avez une Kindle à le retrouver gratuitement dans le catalogue. Je suis passée peut-être un peu vite sur cette trilogie, mais comme d'habitude, malheureusement, quand c'est des sagas, on peut pas vous parler des autres tomes, juste vous parler du premier un peu plus en détail. Et j'espère avoir été suffisamment claire et que ça vous a donné quand même un petit peu envie de le découvrir. Et sinon, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me recommander des lectures. Vous savez que je suis vraiment preneuse des recommandations. Preuve, j'achète des livres sans lire les résumés et je me retrouve à lire que 84 pages. Voilà, mais j'essaye. Voilà, je me dis si on me le recommande, c'est que ça a quand même plu. Je veux laisser la chance à tous les livres. Sinon, le rythme de vlog ne va pas changer. Ça sortira normalement tous les dimanches. Pour celui-ci, exceptionnellement, il sortira très certainement mercredi. Mais vous en aurez 2 dans la semaine. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Faites de bonnes lectures et passez une très bonne semaine. Et nous, on se dit à très bientôt.